Aujourd'hui, nous sommes réunis pour un atelier. Donc, je vais vous partager mon écran. Comme ça, vous allez avoir un support. Hop. Et par contre, ouais, n'hésitez pas à échanger, de prendre la parole. En fait, c'est pour que ce soit interactif. On n'est pas beaucoup aujourd'hui. Je trouve ça plus intéressant et plus chouette. Donc, on va aller sur les inspections et les contrôles des EAJE, donc les établissements d'accueil du jeune enfant. Il va falloir reprendre un petit peu au niveau législatif, au niveau réglementaire. Donc, vous savez qu'il y a un nouveau décret qui est sorti le 28 avril 2025, qui est relatif au plan annuel départemental d'inspection et de contrôle des modes d'accueil du jeune enfant. En fait, c'est un document qui va nous permettre de déterminer les orientations et il va aussi fixer tout ce qui est objectifs territoriaux annuels en matière d'inspection. Il tient bien sûr compte des missions des EAJE qui sont indiquées dans l'article L.214.1-1 du Code de l'action sociale et des familles. Donc en fait, quelles sont les missions? Ça va être de veiller à la santé, la sécurité, au bien-être, au développement physique, psychique et affectif, cognitif et social des enfants qui leur sont confiés. Il contribue aussi à l'éducation des enfants qui sont accueillis dans le respect de l'autorité parentale. Ça contribue aussi à l'inclusion des familles et la socialisation précoce des enfants, notamment ceux en situation de pauvreté ou de précarité. C'est aussi les EAJE, leur mission, c'est mettre en œuvre un accueil favorisant donc l'inclusion des familles et les enfants présentant un handicap ou atteint de maladie chronique. Donc, vous savez, ça va être ce que je vous disais tout à l'heure, je suis référente santé accueil inclusif. Donc là, c'est en lien avec ça. Et tout ce qui est maladie chronique, c'est avec les PAI. C'est contribuer aussi au repérage précoce des troubles du neurodéveloppement et favorise le suivi et l'accompagnement des enfants concernés. Et favoriser la conciliation par les parents de jeunes enfants de leur vie de famille professionnelle et sociale, notamment pour les personnes en recherche d'emploi et engagées dans un parcours d'insertion professionnelle et les professionnels monoparentales. Donc là, ça va être les contrats, vous savez, qu'on va avoir occasionnels. Et favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes. Il est aussi annexé à la synthèse du schéma départemental des services aux familles et ça tient compte aussi des catégories de l'EAJE. Vous savez, on peut être privé, public, on peut aussi, suivant les modalités de financement, PSU, DSP, PAGE et enfin au niveau du nombre de berceaux. Donc, l'article du Code de santé publique, donc vous savez qu'au 1er avril 2025, il y a eu des petites modifications. Donc, les modes d'accueil veillent à ce que les droits et les besoins des enfants accueillis soient respectés sur le fondement de la Charte nationale pour l'accueil du jeune enfant et des référentiels nationaux. Et enfin, donc ça c'est le petit nouveau, c'est le référentiel national de la qualité d'accueil du jeune enfant qui a été publié le 2 juillet 2025. Donc celui-ci, en fait, il est primordial. Pourquoi il est primordial? Parce qu'en fait, quand vous allez avoir des inspections, ils vont vouloir déjà le retrouver au sein de vos établissements et ils vont vous poser des questions par rapport à celui-ci. On fera un focus tout à l'heure par rapport à ce référentiel parce qu'il est très important. Enfin, c'est établir le cadre commun de compréhension des attentes et des situations, d'étayer les manquements des EAJE au regard de ce qui est attendu dans les pratiques et de favoriser une qualité d'accueil moins hétérogène, et de fonder l'analyse des risques et l'observation sur les éléments clairs et précis. Le référentiel connaissances et compétences, pour l'instant, il n'est pas encore paru. Et enfin, la charte d'accueil du jeune enfant. Donc ça, c'est un document, la charte d'accueil du jeune enfant, qui est affiché dans votre hall d'accueil, dans votre SAS, au niveau de l'établissement d'accueil du jeune enfant. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on va faire un petit focus sur le référentiel national de la qualité d'accueil du jeune enfant. Donc, c'est un document il a plus d'une centaine de pages. Il a été publié récemment, donc le 2 juillet 2025, par le gouvernement. Et en fait, c'est un document qui est hyper attendu. Il était hyper attendu par tous les établissements d'accueil du jeune enfant. Il a été rédigé par un comité scientifique professionnel expert sous supervision d'un comité de pilotage multi-représentant du secteur, donc que ce soit le privé, public, que ce soit les gros EAJE, les petits, et même au niveau des assistantes maternelles.
C'est un outil attendu depuis plusieurs mois, dans la suite des réflexions menées ces dernières années sur les besoins des tout-petits avec le rapport vous devez connaître, les 1000 premiers jours. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui était très connu, et qui est encore très connu. Ce n'est pas un texte de loi, mais un outil d'accompagnement. Son objectif, c'est de guider, nos pratiques professionnelles que nous avons, tous les jours, de renforcer la qualité d'accueil en soulignant l'importance d'un environnement attentif, sécurisant et respectueux au développement de chaque enfant. Qui est concerné? Tous les professionnels de l'accueil du jeune enfant, que ce soit l'assistante maternelle, l'éducateur, l'éducatrice de jeunes enfants, les auxiliaires de puériculture, les responsables de structure. Donc les gestionnaires de crèches, de micro-crèches, de MAM, les associations, les collectivités, les parents, parce que vous verrez, il y a une grosse partie sur les parents, qui peuvent s'y référer pour mieux comprendre les pratiques professionnelles, les autorités publiques, la CAF, la PMI et les communes. Que contient-il? Il va contenir 3 grandes parties qui vont baliser les dimensions essentielles d'un accueil de qualité. Donc la première partie, c'est la relation du jeune enfant. La deuxième, c'est la relation aux parents. Et la troisième, c'est la qualité organisationnelle. Alors, moi, je ne le connais pas du tout, mais par contre, je vais m'y référer à plusieurs moments pour voir un peu, suivant les différentes parties, où on est au niveau de ce référentiel-là. Donc là, en fait, on va faire un petit zoom, premièrement, sur la partie 1 qui s'appelle donc la relation au jeune enfant. Cette première partie, elle va s'attacher à ce qui fait le cœur du métier, c'est-à-dire la qualité de la relation entre le professionnel et l'enfant accueilli. On va présenter les différents leviers pour offrir un accueil profondément respectueux du développement de l'enfant, fondé sur les apports récents des neurosciences, de la psychologie du développement et de l'observation fine du terrain. C'est aussi la qualité et la présence humaine, fine et ajustée, qui fondent un accueil réellement respectueux du jeune enfant, c'est-à-dire vous, mesdames. Donc dedans, dans cette première partie, vous allez avoir tout ce qui est la familiarisation, vous allez avoir tout ce qui est gestion des émotions, tout ce qui est doudou, tétine, la place du doudou et de la tétine, tout ce qui est communication. Vous allez avoir aussi un onglet qui est plutôt pas mal aussi, c'est sur hors mur, c'est-à-dire tout ce qui est les arts et les cultures, vous avertir sur l'extérieur. Parce que ce qu'ils souhaitent de plus en plus, c'est qu'on ne reste pas au sein de l'établissement, mais qu'on aille en dehors. Mais le dehors, ça peut être aussi qu'ils viennent avec nous à la boulangerie, aller acheter du pain, vous voyez, des petites choses simples. La relation aux parents, donc ça, c'est la deuxième partie. Donc là, dans ce référentiel national, la place des parents est vraiment très importante et on les réinvestit sur l'accueil de leur enfant au sein d'un EAJE. L'accueil d'un enfant ne se pense jamais sans sa famille. Les parents ne sont ni de simples accompagnateurs, ni des spectateurs du quotidien de leur enfant. Ils sont des partenaires à part entière, qui sont porteurs d'une histoire, de pratiques, d'attentes et d'émotions. Ils ont une vraie place qu'il faut reconnaître et respecter. Donc leur rôle de parent est important, leur connaissance de leur propre enfant aussi. Alors, je ne sais pas, nous, on a eu un gros travail au niveau de la PMI de la Charente sur la familiarisation et on a reçu en fait tout un petit livret pour bien nous faire prendre conscience que la familiarisation était bien différente de l'adaptation et de la place importante des parents durant ce temps-là. Comme quoi, en fait, les parents devaient montrer à l'équipe comment ils donnaient un biberon, comment ils changeaient une couche, comment ils accompagnaient la sieste, etc. Et après, ça devait être fait par les professionnels. Est-ce que ça, c'est des pratiques que vous faites, vous ou pas? Alors là, je ne vois pas de réponse. Donc, oui, il est accessible où ce document? Alors, vous allez vous le tapez sur Internet et puis en point PDF, vous allez l'avoir, il n'y a aucun souci. Vous tapez référentiel national de la qualité d'accueil du jeune enfant, juillet 2025, et vous allez le trouver en PDF. Nous sommes en train de retravailler nous avons... Ouais, la familiarisation, super. Ah ouais, alors après, il faut vraiment accompagner les parents pour qu'ils puissent, prendre vraiment leur place. Mais bon, ça, c'est un travail au quotidien.
Les professionnels sont invités à créer des liens avec eux, à leur parler avec respect, à chercher des échanges constructifs, sans les mettre de côté, ni les considérer comme des personnes extérieures à l'accueil de leur enfant. Donc ce volet met l'accent sur une posture professionnelle qui est fondée sur le respect mutuel, la confiance et la coopération, construire une relation adulte-adulte au service de l'enfant. Ce référentiel invite à créer un véritable triangle éducatif. Donc, vous avez vous en tant que professionnel, vous avez l'enfant et le parent. Donc ça fait le triangle. Et enfin, la troisième partie, qui n'est pas non plus, qui est aussi très, très importante, c'est la qualité organisationnelle. Donc, pour offrir un accueil de qualité aux enfants, il faut commencer par prendre soin des adultes qui les entourent, c'est-à-dire nous au quotidien. Pour bien accueillir les enfants, il ne suffit pas d'avoir de la bonne volonté. Il faut aussi avoir des conditions concrètes, un cadre clair, du matériel adapté, du temps, du soutien, de la qualité d'accueil. La qualité d'accueil, dépend aussi de la façon dont les professionnels sont accompagnés et respectés dans leur travail au quotidien. Donc, ça va être tout ce qui est au niveau de votre projet pédagogique, de pouvoir faire des groupes de travail par rapport pour pouvoir le réécrire ou le réajuster. Ça va être de faire participer aux analyses de pratiques professionnelles. Ça va être de pouvoir interpeller la RSAI. Ça va être de pouvoir en fait échanger en équipe pluridisciplinaire et que vous soyez force de proposition par rapport à, par exemple, s'il y a un achat de matériel à faire, etc. Vous voyez, c'est vraiment que vous soyez vraiment prise en compte. Ok, donc vous voyez, tout ça, c'est hyper important. Donc, on a bien le volet enfant, le volet famille et le volet professionnel. La charte nationale d'accueil du jeune enfant. Donc, ça aussi, ça va être un document que vous devez connaître. C'est un document qui est affiché au niveau du SAS. Il peut être aussi affiché au niveau de l'affichage obligatoire au niveau de votre salle de pause aussi. Donc, il y a les 10 grands principes pour grandir en toute confiance. Donc, il y a l'accueil sans condition, le rythme personnel, c'est-à-dire qu'en fait, tout enfant est différent et donc évolue différemment, la communication, l'espace, la sensibilité et l'entourage, la confiance et les professionnels, la créativité et la culture, les échanges interculturels, le contact avec la nature. Donc, vous voyez, on l'a aussi dans le référentiel national de la qualité d'accueil de jeunes enfants, ce point-là, la valorisation personnelle et l'environnement propice. Donc, l'environnement propice à leur développement et qu'ils se sentent bien. Ensuite, le plan de contrôle. Donc ça, c'est pas très agréable et nous sommes obligés de recevoir les PMI. Donc, les EAJ bénéficient de visites, de suivi ou d'accompagnement régulier. Une autre partie d'entre eux, ça va rentrer en fait dans le plan de contrôle qui tient compte du principe de régularité du contrôle. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une obligation d'être contrôlé par le service de la PMI. Il y a les orientations et les objectifs départementaux qui vont évoluer tous les ans et qui vont dire cette année, il va falloir aller faire le contrôle de temps de crèche au niveau du nombre de berceaux, de micro-crèches, etc. Un principe de régularité de relation avec les services de PMI. Par exemple, moi, hier, j'ai contacté la PMI de la Charente parce que j'avais besoin de les informer de l'arrivée d'une nouvelle référente technique. Ça va être des fois aussi de leur demander des conseils ou si vous avez des questions, il faut les interpeller. Ils sont là aussi pour vous répondre. Donc voilà, ce que je vais vous faire comprendre, c'est qu'en fait, la PMI, elle a deux casquettes. Elle a la casquette du contrôle, mais elle a aussi la casquette d'accompagnement et d'appui technique. Et ça, c'est hyper important. Ensuite, ça va être suivant le principe d'analyse des événements indésirables récurrents, c'est-à-dire que vous savez que quand il nous arrive quelque chose, on est obligé de faire une fiche de signalement et de l'adresser à la PMI. Un principe d'échantillonnage, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont dire il faut qu'on aille visiter tant de crèches avec 20 berceaux, avec 40 berceaux et tant de micro-crèches. Un principe aléatoire. Donc, les établissements sont non ciblés par des facteurs de risque spécifiques qui semblent bien fonctionner. La démarche de contrôle est aussi une opportunité pour analyser le fonctionnement des modes d'accueil. Donc, certains contrôles peuvent s'effectuer avec la DDETSPP, c'est la Direction départementale emploi, travail, solidarité et protection des populations. En gros, c'est un contrôle sanitaire, d'accord? C'est pour voir si les cuisines, les offices sont propres,
l'échantillonnage, s'il y a des échantillons, si vous faites bien vous remplissez bien les fiches de traçabilité avec le PMS, le plan de maîtrise sanitaire. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, ça, ou pas? Le PMS avec, oui, super, nickel. Et ensuite, bah, si vous êtes une crèche et pas une micro-crèche, vous... Ah, Véronique, non. Là, je vous invite, Véronique, à aller demander le PMS, c'est le plan de maîtrise sanitaire et c'est hyper important. C'est tout un protocole par rapport à tout ce qu'on doit faire au sein d'une cuisine. Ça va être les fiches de traçabilité, vous allez avoir les protocoles d'hygiène aussi qui vont être mis dedans. Tout ce qui est, si vous avez des formations HACCP ou des formations des bonnes pratiques professionnelles. Et aussi, vous allez avoir, je ne sais pas si vous faites la cuisine sur place ou pas, Véronique. Et si c'est par un fournisseur, il faut que vous ayez sur place, OK. Ah ouais, alors en plus, sur place, vous avez un groupe PMS. Hein, c'est plus important que si vous êtes en liaison froide. Ah, vous êtes asthmat. OK, pardon, excusez-moi. Donc non, vous n'avez pas de PMS, plan de maîtrise sanitaire. Par contre, vous devez avoir les logiques, tout ce qui est bonne pratique professionnelle. D'accord? Enfin, certains AJE sont concernés par des inspections ou des enquêtes administratives à la suite de signalements, de plaintes ou d'accidents. Donc ça, on en a de plus en plus. Alors, soit ça va être les parents qui peuvent avoir un mécontentement, etc., qui peuvent faire un signalement auprès de la PMI. Ensuite, vous pouvez avoir des professionnels qui peuvent faire des signalements au niveau de la PMI. Et après, ils nous contactent et ils viennent faire des contrôles. L'inspection est recentrée sur le contrôle de la qualité d'accueil. Et tous les contrôles sont inopinés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas programmés et que quand ils sonnent, on les rencontre. Pour information, maintenant, les contrôles peuvent être faits. Avant, c'était fait vraiment en journée de 9h à 17h. Et là, la petite nouveauté 2026, c'est que ça peut être fait dès l'ouverture de l'établissement jusqu'à la fermeture. Comme ça leur permet de rencontrer les parents et de voir comment se passent les transmissions aussi. Donc, l'évaluation, elle va se faire sous 3 angles. Le vu, tout d'abord, c'est pratique de l'immersion sans la présence de la direction, c'est-à-dire que si vous êtes en poste de direction, on va vous demander de rester dans le bureau et donc ils vont aller directement dans la salle de vie ou dans la section sans vous. Ils vont observer à hauteur d'enfant, c'est-à-dire qu'ils vont se mettre souvent au sol, ils vont observer les enfants, ils vont observer les pratiques professionnelles. Ensuite, il y aura l'entendu, c'est pratique de l'entretien. Avec les professionnels, ils vont échanger avec les enfants et aussi possibilité d'entretien avec les parents. C'est pour ça que maintenant, ils vont venir soit le matin ou soit l'après-midi. Le lu, ils vont lire, ils vont consulter tous les documents avant, pendant et après l'inspection. Alors, vu qu'elle est inopinée, il n'y aura pas avant, mais par contre, après, ils peuvent vous demander, écoutez, il nous manquait ça, ça et ça, merci de nous les adresser. Ils vont lire donc les règles de fonctionnement, le projet d'établissement qui doit être revu tous les 5 ans, le dossier des enfants, ils peuvent le consulter. Ensuite, ils peuvent voir tout ce qui est conditions d'installation. Pour information, l'inspection des locaux au respect des normes, avec l'accessibilité, l'hygiène, la sécurité. Alors là, moi, je sais que j'ai travaillé depuis peu sur tout ce qui était handicap et on a un registre d'handicap à faire depuis pas très longtemps et qui est affiché à l'entrée. De voir aussi au niveau de la conformité, le référentiel bâtimentaire et si les attestations sont à jour. Le règlement de fonctionnement et les protocoles, vous savez qu'il y a différents protocoles. Vous avez tout ce qui est protocole santé, les protocoles hygiène et les protocoles sécurité. Donc là, ils peuvent regarder les différents classeurs. Et ils vont demander à consulter le projet d'établissement aussi. Donc dans le projet d'établissement, vous savez que pour l'instant, il y a 3 volets. Vous avez le projet éducatif, le projet pédagogique, le projet social. Le 4e qui ne va pas tarder à arriver, c'est tout ce qui est projet qualité, en lien avec le référentiel national de la qualité d'accueil du jeune enfant. Tout ce qui est affichage obligatoire, pour info, il y a une checklist qui existe au niveau de tout ce qui doit être affiché pour la PMI. La composition de l'équipe au regard de la catégorie de l'EAJE, c'est-à-dire que suivant le nombre de berceaux, vous allez avoir une obligation d'avoir tel diplôme au niveau de la direction et après le nombre de diplômes niveau 1, etc. Qui fait les APP, donc les analyses de pratique professionnelle, ils vont vous demander les CV. Qui était RSAI, donc référence santé et accueil inclusif. La formation des équipes, parce qu'en fait, on doit vous former tout au long de l'année, tout au long de votre expérience professionnelle.
La gestion des plannings, le taux d'encadrement, c'est-à-dire que est-ce qu'on est bien au niveau du taux d'encadrement? Donc ça, c'est suivant votre agrément, ce que vous avez choisi. Si c'est 1 pour 5 enfants non marcheurs, 1 pour 8 enfants marcheurs et 1 pour 6 enfants âge mélangé. En fait, ça, c'est des questions que vous quand il y a des visites de PMI, pour information, ils vous posent des questions. Ils vous demandent au niveau des plannings, comment vous vous sentez aussi et cetera. Voilà, c'est tout à fait normal. Les conditions de fonctionnement. Alors là, ils vont voir, tout ce qui est déroulement de l'accueil, comment vous faites pour accueillir un enfant, quelles sont, s'il y a des qualités techniques et relationnelles de l'accompagnement et de l'éducation. Ils vont aller voir donc les temps d'accueil, les activités que vous proposez tout au long de la journée, la qualité éducative, attitude et posture professionnelle. Alors je ne sais pas si vous faites, mais nous on fait tout ce qui est on fait de plus en plus les transmissions au sol avec un professionnel qui est phare, qui a une position d'observation, et un autre qui va être régulateur et qui va faire tout ce qui est soin. Et après, au fur et à mesure de la journée, ils vont changer de position. La relation à l'enfant, les émotions, donc tout ce qui est, est-ce que vous êtes en capacité d'accueillir la gestion des émotions? Est-ce que vous allez donner le doudou, la tétine, etc. Les soins au quotidien, avec le respect des besoins de l'enfant. Est-ce que vous faites un change à heure fixe ou bien suivant les besoins de l'enfant? Est-ce que vous respectez son intimité, son autonomie, etc. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain âge, on va privilégier le change debout pour pouvoir développer l'autonomie de l'enfant. Au niveau des repas, ils vont vérifier tout ce qui est installation, attitude de l'adulte, la qualité aussi des repas proposés. Le sommeil et les siestes, donc là, ils peuvent aller voir au niveau des chambres, le nombre de lits, s'ils sont bien adaptés, etc. Au niveau des sorties, alors ça, c'est un point hyper important, tout ce qui est art, culture, écran, sécurité. Alors, ça va être sur l'extérieur. Est-ce que vous allez dans le jardin? Est-ce que vous allez à la boulangerie? Est-ce qu'il y a la médiathèque pas très loin? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent lire des comptines? Au niveau des écrans, est-ce qu'il y a des tablettes ou pas accessibles à l'enfant? Parce que la grande mode en ce moment, c'est avoir des tablettes pour tout ce qui est pointage des enfants, etc. Prendre des photos aussi pour alimenter, pour que les parents, ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, il ne faut pas qu'il y ait trop à la disposition des enfants, pas du tout d'ailleurs, à la disposition des enfants. Les départs de fin de journée au niveau des transmissions, le repérage du handicap et l'inclusion, si vous avez des enfants qui ont un handicap, etc. L'égalité filles-garçons, et la place des parents avec l'accueil, l'accompagnement à la parentalité. Alors des fois, ce qu'on peut faire, c'est nous, par exemple, en Charente, on fonctionne avec Family Bull, qui dépend de la CAF, et on va les orienter vers eux. Ou sinon, on va les orienter vers le LEP. Vous voyez, il y a plein de petites choses, des documents qu'on peut leur donner. L'inclusion des familles et leur participation à la vie de la structure. Ça veut dire qu'en fait, la porte est ouverte et que c'est vraiment la maison des familles. Ensuite, ils vont faire une analyse systémique. Alors, cela signifie qu'elle est basée sur des faisceaux d'indices. Elle va regrouper donc le vu, le lu et l'entendu dans les 3 domaines, donc installation, l'organisation et le fonctionnement. Ça va aboutir à des constats factuels et étayés selon le référentiel de la qualité d'accueil qui vont prendre la forme de est-ce qu'il y a des écarts traduisant une non-conformité à une référence juridique opposable à l'inspecté, des remarques traduisant des dysfonctionnements porteurs de risques. L'analyse, elle se fonde sur la loi. En fait, ils ne peuvent pas vous mettre à défaut, hein. C'est vraiment, ils reprennent la loi pour voir si c'est respecté ou pas. Le règlement et le respect des bonnes pratiques professionnelles. Attendez, j'essaie de vous changer de place. Eh bien, j'y arrive pas. Je suis désolée. Décliné dans le référentiel national de la qualité d'accueil. Ça va apprécier la gravité des risques, l'exposition au risque, le contexte et la reconnaissance du risque. Parce qu'on sait très bien que dans un établissement d'accueil de jeunes enfants, il existe un risque. Mais par contre, après, est-ce qu'on fait attention pour qu'il ne soit pas trop important? Donc, ça va être l'utilisation de matériel, que le matériel soit bien vérifié. Ça va être, par exemple, au niveau des repas, de bien vérifier la température avant de la servir. Ça va être d'avoir du matériel adapté aux enfants. Donc, vous voyez, des petites choses comme ça. Ensuite, on va voir l'analyse systémique. Lorsque ces risques et ou ces écarts entravent la qualité de l'accueil des jeunes enfants, compromettent ou menacent la sécurité, la santé, le bien-être physique ou mental ou l'éducation des enfants.
Est-ce que vous avez l'habitude de faire remonter les différents risques qui peuvent arriver et avoir un plan d'action? Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez, que vous avez déjà, auquel vous avez déjà participé? Super, très bien. Donc ça va être par exemple, je sais pas moi, au niveau, d'un risque, je prends un truc, qui m'est arrivé il y a pas très longtemps au sein d'une de mes microcrèches. C'est un robinet qui fuyait, donc il y avait de l'eau partout, donc oui, très bien. Oui, le DURP. Le DURP, c'est un document unique des évaluations des risques, psycho, professionnels. Très bien, ouais, top. Et ça, c'est chouette, enfin c'est chouette. C'est un document en fait qu'il faut faire vivre, c'est-à-dire que c'est pas que la directrice qui doit le faire toute seule, elle doit le faire avec vous pour voir, par exemple, tous les risques psycho, professionnels et pour faire évoluer les pratiques et pouvoir aussi faire des achats en lien avec, vos pratiques professionnelles. Donc, l'analyse systémique, elle a une action immédiate et la proposition d'injonction et de recommandation. Le procès-verbal d'inspection, il va comprendre différents points. Tout d'abord, un tableau des constats entre les écarts, les dysfonctionnements, les risques. Ensuite, vous allez avoir un rapport circonscrit avec les éléments essentiels. Une lettre d'injonction et de recommandation du président du conseil départemental. Parce que pour info, donc c'est l'infirmière de la secteur qui va venir vous faire la visite avec souvent une JE. Et pour info, bien au-dessus, il y a le président du conseil départemental et c'est lui en fait qui fait le courrier final. Au niveau de la conclusion, alors c'est tout nouveau, hein, moi j'ai pas encore eu de contrôle, j'avoue, au sein de mes établissements. Donc cette nouvelle méthode, elle met en avant l'évaluation de la qualité d'accueil et la notion de risque, analyse fondée sur une vision partagée de la qualité déclinée dans le référentiel national de la qualité d'accueil. Donc c'est pour ça qu'ils vont vous poser des questions. Ils vont poser des questions aux parents, ils vont poser des questions au niveau de la direction. Les conditions des locaux et de personnel ne suffisent plus à évaluer la qualité d'accueil. Les postures professionnelles, le bien-être des enfants, leur sécurité affective sont des éléments qui peuvent désormais être mesurés. Et ce, en prenant compte le point de vue des parents, des enfants eux-mêmes et des professionnels. Quand on parle de sécurité affective, ça vous fait écho? Ça vous fait penser à quoi, s'il vous plaît? Ouais, très bien. Oui, la bienveillance, tout à fait. Ça va être, par exemple, vous savez, éviter qu'il y ait trop de turnover au niveau de l'équipe. L'attachement, très bien. Alors après, il y en a certains qui sont dans la notion de référence, d'autres pas. Ça, il n'y a pas de jugement. Mais c'est vraiment pour qu'il y ait une continuité des professionnels tout au long de l'année. La rassurance, la bienveillance, très bien.